Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première édition de Droit au but, le live qui décrypte l'actualité juridique de la Coupe du monde de football. Alors ce soir, ce premier épisode est organisé en partenariat avec le cabinet Ilzer, le cabinet Pozzoni et évidemment la Commission du droit des sports de l'Union des avocats européens. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Valerio Pozzoni, qui est avocat au barreau de Rome, qui accompagne des acteurs du milieu sportif. Et d'ailleurs, Valerio est très impliqué dans la vie sportive, puisqu'il est formateur auprès du Comité olympique national italien, et il a notamment contribué à la préparation olympique de Milano Cortina. Donc, Valerio, un grand merci à toi pour ta présence ce soir. Merci à toi. Alors, l'idée de ce format est de revenir sur des moments marquants de cette Coupe du Monde et de les analyser, bien entendu, sous l'aspect juridique, puisque nous sommes tous les deux avocats. Alors, pourquoi droit au but ? Tout simplement parce que ce type d'événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du Monde génère nécessairement et en réalité invariablement des débats juridiques sur des thématiques variées compte tenu des occurrences qui peuvent se produire lors des compétitions. Alors, bien entendu, à titre préalable, je tiens à préciser que le droit au but n'est aucunement, le droit au but n'a aucunement vocation à critiquer les gouvernements ou les pays hôtes. C'est pas du tout notre but. Alors, pour cette première session, ce premier épisode, nous allons aborder la liberté de circulation des arbitres dans le cadre des compétitions sportives. Et bien évidemment, cette thématique, comme vous pouvez vous en douter, fait écho au cas de l'arbitre Omar Artan, de nationalité somalienne, qui a été refoulé du territoire américain, alors même qu'il avait fait l'objet d'une accréditation par la FIFA, dans la perspective de participer à la Coupe du Monde. Alors, pour bien comprendre la situation, je pense qu'il est intéressant de revenir sur le processus de sélection du pays hôte et des implications que cela a pour les accréditer en réalité. Alors, la sélection du pays hôte est un processus assez strict. C'est-à-dire que les pays candidats vont devoir répondre à des critères qui couvrent des domaines assez variés. On va étudier le contexte politique, le contexte économique, et également des questions techniques qui portent sur l'organisation de la compétition. Et ça, on va pouvoir, le comité va évaluer la qualité des infrastructures sportives, également les installations à disposition des équipes, des arbitres, les aéroports, les hébergements et évidemment tout ce qui est gestion durable RSE, droits humains et protection de l'environnement. Une fois que les pays candidats ont répondu à ces questions, donc à ce cahier des charges, on a un groupe de travail au sein de la FIFA qui va évaluer ces conditions pour chaque pays candidat. Et les candidatures qualifiées sont présentées au Conseil de la FIFA. Et ensuite, le Conseil de la FIFA détermine les candidatures à soumettre au Congrès de la FIFA qui opère le choix définitif. Et alors, si l'on étudie le processus de désignation et surtout les documents de la FIFA, on constate que le pays hôte désigné doit signer une déclaration gouvernementale qui contient un certain nombre de garanties dans plusieurs domaines, et notamment les domaines qui a trait au visa, au permis d'immigration et de l'entrée sur le territoire. Alors, en réalité, cette déclaration doit, en principe, inciter le gouvernement du pays hôte à permettre l'accès à son territoire de manière facilitée
quant au visa. Et donc, alors dans tous les cas, évidemment, la procédure d'octroi doit se dérouler de façon non discriminatoire. C'est bien ce que donc cette déclaration de la FIFA prévoit. Alors, il faut avoir quand même à l'esprit que c'est une déclaration sans valeur coercitive. C'est ce qu'on appelle également de la soft law. Et donc, un État, bien sûr, souverain, demeure toujours in fine décisionnaire quant à son processus d'entrée sur son territoire. Donc, j'imagine, Valerio, que tu me rejoindras sur ce point, et je vais te laisser un peu la parole, mais en fait, on voit avec cette déclaration, ce processus de la FIFA, qu'en réalité, on doit bien distinguer les règles purement sportives, c'est-à-dire la composition des équipes nationales, les critères de sélection des arbitres qui se fait en fonction du niveau de qualification, de leur expérience, des règles stricto sensus relative à la liberté de circulation. Et donc, j'imagine que je pense que ce serait bien que tu nous parles de ça et des implications concrètes. Voilà. Je te laisse opérer. Mais merci à Sophie pour les cadres introductifs très pertinents, sûrement. Dans ce cas de l'arbitre somalien, on a sûrement deux questions qu'on doit individuer, comme tu as fait. Pourquoi il y a sûrement la question du droit sportif, les règles du FIFA, on doit être individué et la FIFA doit répondre. Mais aussi bien, on a la question du cadre, la question du droit d'immigration, du droit interne de le pays hôte. Pourquoi on parle aussi bien d'un arbitre qui est part de FIFA, donc il est sujet à le règlement du FIFA, il est sujet à les codes éthiques, il doit garantir du standard pour entrer dans le ranking FIFA comme un arbitre, comme les athlètes, mais aussi bien on a révisé on parle aussi de la personne, donc le droit privé, droit d'immigration, et donc on doit voir la question du pays qui et dans ce cas on parle des États-Unis. Et comme tu as anticipé, la question, c'est un paradoxe. Pourquoi on a la réponse de la FIFA euh, qui a présenté, a garanti la participation de l'arbitre. Donc, les éléments nécessaires pour être dans le ranking de FIFA pour les arbitres somaliens on a été respecté, mais le même organisme, donc la FIFA, a impédi, doit prendre la décision d'impédir la participation à la compétition, à la Coupe du Monde. Et donc, c'est un paradoxe. Elle a impédi la participation. Pourquoi? En conséquence de la décision du pays de l'États-Unis. Et de l'autre côté, on a la décision du pays de l'États-Unis qui c'est pas le premier cas, mais aussi dans
la Coupe du Monde du 94, il y a été deux cas de refoulement pour deux athlètes euh, mm, euh, iraniens, je crois. Pourquoi pour une question politique, mais c'est la première fois. Mais les athlètes n'ont pas reconnu comme avec le réquisite pour pouvoir entrer dans le pays avant qu'il arrive à l'aéroport. Maintenant, le cas, c'est différent. Pourquoi on a été, il est parti, il est arrivé, et quand il est arrivé, il a été interrogué, et pour, je crois, plus de 10 heures. Dans ce moment, c'est pas public le contenu de l'interrogatoire, donc nous ne pouvons pas avoir une, une information ponctuelle. Mais la question qu'on va débattre, c'est que tu as anticipé avant, probablement, c'est la question où on doit, la FIFA doit actuer un protocole de ligne guide dans l'organisation de la Coupe du Monde, dans ce cas, où on doit éviter ce dommage pour les athlètes, pour les arbitres dans ce cas. Et, et après, il y a donc la question du dommage qu'il a subi l'arbitre, mais pour la question du droit de l'homme. Hein. Donc, il y a les conventions internationaux, le pacte de l'ONU et aussi bien les autres conventions internationaux où euh, qui, même dans le pays européen, aussi bien dans les États-Unis, on doit garantir le droit de la liberté de circulation et aussi bien le liberté. Pourquoi je crois que maintenant, les informations que nous avons sont seulement sur hypothétiques, ne sont pas confirmées. Et donc, les dommages pour l'arbitre somalien sont importants. Pourquoi? Pour lui, la compétition, c'est la plus importante qu'il lui peut faire, non? C'est la plus importante. Donc, la FIFA et aussi la UEFA, on a pris une position pour, pour avoir une résolution. Mais je crois que on peut parler du paradoxe. Un paradoxe, pourquoi on a deux différentes questions. La question du droit sportif qui n'a pas une solution. Pourquoi la FIFA c'est la plus importante association sportive de droit de football, mais c'est pas, ne peut pas avoir, être en contraposition les droits de l'État des États-Unis. Et de l'autre côté, les États-Unis
on a fait une activité de sûreté pour le pays. Donc, les deux positions sont différentes. Pourquoi on a une autonomie dans les droits sportifs et on a l'autonomie dans les droits nationaux. OK. Et mais je crois que la propose que tu as avancée avant d'avoir des négociations pour éviter ce cas, c'est fondamental. Et je crois que ce cas sera un élément important pour faire les négociations avec les prochains pays. Oui, effectivement, c'est très juste ce que tu disais et on se rejoint en tout point. En réalité, la FIFA n'a pas de mécanisme à ce jour pour garantir le parfait, j'emploie le mot parfait déroulement, parce qu'il y a toujours c'est nécessaire d'avoir quelques accros dans une telle organisation à un si grand niveau. Enfin, je crois qu'il y a plus de 300, enfin, le nombre d'accrédités est phénoménal pour la compétition. Donc, il y a forcément des petits couacs, mais c'est vrai que le cas de cet arbitre pourrait créer un précédent en réalité pour lors de prochaines compétitions dans un autre État, hein, on pourrait retrouver ce même cas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une question que les organisations de football ou autres, hein, d'ailleurs, doivent véritablement se poser, et je pense qu'elles vont devoir anticiper cette thématique en réalité. Voilà. Oui, je suis d'accord. Bon, écoutez, moi je vous propose je vous remercie de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Droit au but. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous la semaine prochaine, puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire, chaque mardi, sur une thématique d'actualité de la Coupe du Monde de football. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Au revoir.